Et il est quasiment 15 h sur BFM TV. Vous regardez l'après-midi info. À la une de ce lundi, le Kremlin appelle à faire preuve d'une grande prudence dans les menaces nucléaires. Réaction 3 jours après le déploiement par Donald Trump de 2 sous-marins dans la région russe. C'est une semaine importante qui s'ouvre pour le conflit ukrainien. L'émissaire américain pourrait rencontrer Vladimir Poutine mercredi ou jeudi. Nous reviendrons également sur cette affaire concernant 2 jeunes Françaises en détention en Turquie. Elles sont suspectées d'avoir transporté des valises pleines de stupéfiants entre Bangkok et Paris. Elles clament leur innocence. Leurs proches, eux, dénoncent un piège. Et puis la fraude sociale dans le viseur du gouvernement pour mettre fin à la trahison qu'elle représente. La ministre Catherine Vautrin a dévoilé plusieurs mesures, dont celle d'augmenter les taxes appliquées aux trafiquants de drogue. Explication dans ce journal. Le Kremlin sort donc du silence après l'annonce vendredi du déploiement de 2 sous-marins américains près de la Russie. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a appelé à faire preuve d'une grande prudence dans les déclarations liées au nucléaire. Écoutez. Dans cette situation, il est évident que les sous-marins américains sont déjà en service de combat. C'est la procédure standard. Mais en général, nous préférons ne pas nous engager dans de tels débats, ni commenter cette question. Nous sommes extrêmement prudents dans nos déclarations concernant les questions nucléaires. Comme vous le savez, la Russie maintient une position responsable. Naturellement, nous pensons que tout le monde devrait être très prudent avec la rhétorique nucléaire. Il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire. C'est l'idée principale de notre position. Jean-Didier Revoin, vous êtes notre correspondant BFM TV à Moscou. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, s'est donc exprimé ce matin. Parole très attendue. On peut dire que, en fait, c'est Dmitry Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, du Kremlin, qui était interrogé par des journalistes qui lui demandaient, en fait, si il y avait eu une remise à l'ordre par rapport aux déclarations provocantes de Dmitry Medvedev. Alors, Dmitry Peskov a quelque sorte botté en touche en disant qu'effectivement, en Russie, comme dans tous les autres pays, il y avait des points de vue différents avec des gens plus ou moins radicaux en fonction de leur appartenance politique et qu'il préférait ne pas se prononcer sur cette question et a rappelé la position de la Russie qui disait que en matière d'armes nucléaires, il fallait faire preuve de la plus grande retenue. Ensuite, le porte-parole du Kremlin a également parlé de la venue de Steve Witkoff à Moscou. Il a parlé d'une rencontre qui sera importante et utile. Alors on le sait, l'émissaire américain est attendu à Moscou mercredi ou jeudi et l'ultimatum de Donald Trump se termine vendredi. L'ultimatum qu'il a donné à la Russie pour mettre un terme au conflit en Ukraine. On ne sait pas sur quoi cela va déboucher exactement. Mais ce que Dmitry Peskov a encore ajouté, c'est que Vladimir Poutine n'excluait pas une rencontre avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mais à une condition, c'est la condition que le travail préparatoire au niveau des experts soit effectué, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On dirait que le Kremlin semble laisser des portes ouvertes pour éviter que l'ultimatum se referme sur lui de façon trop brusque. Les précisions de Jean-Didier Revoin à Moscou. Bonjour Emmanuel Galichet, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse en physique nucléaire. Le Kremlin qui appelle donc à la prudence sur la rhétorique nucléaire parce qu'on pouvait craindre une escalade. Oui, en fait, il se positionne finalement le Kremlin en pouvoir responsable et donc ça lui donne une bonne image au niveau international en disant voilà, moi je suis pas comme Trump, j'utilise pas la menace nucléaire à tout bout de champ et donc c'est une manière aussi de faire de la communication et d'avoir une belle image finalement au niveau international. C'est surtout ça. Mais on ne sait pas à l'heure actuelle toujours ce que contient cette menace nucléaire américaine, puisque ces sous-marins, on ne sait pas de quelle nature ils sont précisément. Absolument, absolument. Pour l'instant, on sait seulement que ce sont 2 sous-marins nucléaires, ce qui est normal puisque de toute façon, les États-Unis n'ont plus que des sous-marins à propulsion nucléaire, mais on ne sait pas s'il est lanceur d'engins nucléaire conventionnel ou il est simplement avec une propulsion nucléaire. Donc on reste dans un flou, ce qu'on appelle un peu le brouillard de la guerre. Ça permet à Donald Trump de faire monter la pression un petit peu auprès de Poutine, mais de toute façon, il faut quand même le savoir, vous le savez évidemment, que depuis tout le temps, depuis l'ère nucléaire, depuis le début de l'arme nucléaire, évidemment, des sous-marins nucléaires sont partout dans les océans et en particulier les sous-marins américains. Et on ne sait pas donc précisément où il se trouve, près de la Russie, disait Donald Trump ce week-end, mais sans plus de précision forcément.
Oui, ça c'est normal, c'est encore une fois la dialectique de la dissuasion nucléaire. Il ne faut pas trop en dire, il faut dire simplement un petit peu, mais pas trop, de manière à garder cette espèce de flou et de garder la peur de l'arme nucléaire. Donc effectivement, on ne sait pas où ils sont. Il semble qu'ils se soient rapprochés des côtes russes, mais finalement, vous savez, même s'ils étaient très loin, avec la portée, si ce sont des sous-marins lanceurs d'engins, les têtes nucléaires ont une portée de près de 10 000 kilomètres. Donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose d'être proche des côtes russes, puisque vous pouvez aussi tirer de très loin. Au-delà de la symbolique, quels sont les arsenaux dont disposent à la fois les États-Unis et la Russie en termes de nucléaire ? Alors, ils sont à peu près équivalents avec, dans certaines conditions, quelques têtes de plus pour la Russie ou quelques sous-marins de plus pour les États-Unis. Mais là, on a eu, avec la guerre froide, évidemment, une course à l'armement qui a pour finalité d'avoir à peu près les mêmes arsenaux. Par contre, aujourd'hui, on est dans une période où les arsenaux doivent être renouvelés, c'est-à-dire qu'une arme nucléaire n'est pas avec une durée de vie infinie, du fait qu'il y a de la radioactivité dans la tête nucléaire. Eh bien, il faut les renouveler. Et donc là, on est aussi bien chez les Américains que chez les Russes dans une période de renouvellement des armes nucléaires, avec un avantage pour les Américains aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Galichet pour votre éclairage dans cette après-midi info. C'est une nouvelle semaine sous haute vigilance qui s'ouvre pour les feux de forêt dans le sud de la France. 6 départements sont en vigilance orange, des Pyrénées-Orientales au Var. Des incendies qui, on le sait, sont dans la grande majorité des cas d'origine humaine. Alors comment les enquêteurs travaillent-ils pour les déterminer ? On voit cela avec Arthur Baudin. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Alors, le travail des enquêteurs est de déterminer s'ils sont de nature volontaire ou accidentelle. L'enquête commence une fois la zone de l'incendie refroidie. Le premier indice recherché est le mégot de cigarette. On peut l'exploiter notamment au niveau des traces ADN résiduelles pour identifier éventuellement son propriétaire. À condition que ce dernier soit référencé dans le fichier national des empreintes génétiques. Autre levier d'enquête pour la gendarmerie, l'analyse de l'environnement dans lequel s'est déclenché le feu. Les enquêteurs peuvent également prélever de la terre, des végétaux, pour identifier si celle-ci détient en partie ou totalement des produits accélérateurs, à l'instar de solvants, d'essence ou de produits issus des briquets. Les indices peuvent aussi conclure à un déclenchement accidentel du feu. Les pompiers appellent à respecter scrupuleusement les interdictions. Il y a une interdiction d'accès au massif forestier et il y a encore trop de personnes qui bravent ces interdictions malgré les demandes qui sont formulées clairement par les autorités préfectorales. Pour une personne ayant déclenché un incendie, le code pénal prévoit des peines d'emprisonnement de 1 à 7 ans. Kevin Fleury est avec nous du service météo climat. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on va donc continuer à scruter les feux de forêt dans le sud parce qu'il y aura une vigilance rouge demain dans l'Aude. Oui, exactement. Le département de l'Aude qui va être soumis malheureusement à un fort risque d'incendie en raison de la tramontane qui va nettement se renforcer. Alors là, vous voyez en effet l'évolution de la masse d'air. On en reparlera dans quelques instants. Donc, ce qui va nous préoccuper, c'est vraiment ces risques de feux de forêt qui se multiplient depuis plusieurs semaines et qui de nouveau atteignent des niveaux très élevés sur notre carte météo des forêts, donc la couleur rouge demain pour l'Aude, en raison du vent. On sait que le paramètre vent, c'est le pire ennemi pour les pompiers, avec évidemment des sauts de feu qui sont à craindre. Vous avez une rafale à 50-60 km/h qui va vous transporter de la cendre sur plusieurs centaines de mètres. C'est comme ça que ça saute les autoroutes, que ça saute parfois des fossés ou même des forêts. Donc ça, c'est une crainte. 50-60 km/h en météo, dit comme ça paraît assez peu, mais en réalité, quand le risque d'incendie est extrême, et là c'est le cas, évidemment c'est un paramètre qu'il faudra surveiller tout au long des prochains jours. Dans ces risques d'incendie, il y a aussi le facteur chaleur. Il y a une chaleur qui va arriver chez nous dans quelques jours, quelques heures, même maintenant on peut le dire. Elle provient notamment d'Espagne et du Portugal où il fait très chaud actuellement. Oui, l'Espagne suffoque, notamment en Andalousie, sur la partie intérieure de cette région, en Estrémadure aussi, avec malheureusement cet air chaud qui est propulsé. Donc en Espagne depuis quelques jours, ce week-end, on a dépassé les 39-40 degrés par endroit. Regardez l'Espagne ici au centre de votre écran. Vous avez cette boule rouge qui est installée, le dôme de chaleur. Et vous avez en même temps l'anticyclone qui était assez loin de nos côtes depuis quelques jours, qui va se décaler sur notre continent. Et ça provoque quoi ? Ça provoque un changement de flux. On était dans un flux de nord-ouest, d'où ces petites perturbations qui nous ont occupés ces derniers jours. Là, on va passer dans un flux de sud à sud-ouest. Donc automatiquement,
flûte sud à sud-ouest, les fortes températures présentes en Espagne vont remonter sur la France. Et dès demain, 35, 36, sans doute 37 degrés. Et ce n'est qu'un début, on pourrait se rapprocher des 40 en fin de semaine. On surveillera ça avec vous. Merci Kevin. Et on va retrouver justement notre correspondant près de Madrid, Mathieu de Tallac. Bonjour, merci d'être avec nous. Les températures s'envolent donc avec des pointes à plus de 40 degrés. Oui, c'est le deuxième jour de cette vague de chaleur en Espagne. Hier, la journée a enregistré un record à 43,4 degrés. C'était à Badajoz, donc dans l'ouest du pays. Mauvaise nouvelle pour les Espagnols. L'agence météo a revu à la hausse la durée de cette canicule. Le mercure devrait continuer dans les sommets, non pas jusqu'à jeudi prochain, comme c'était prévu initialement, mais jusqu'au week-end prochain. Alors aujourd'hui, lundi, 1316 communes sont en état de haut risque pour la santé. Ça fait une commune sur 6 et c'est une qualification qui est liée à la surmortalité et qui en Espagne dépend des températures mais aussi des habitudes de chaque territoire, parce qu'évidemment c'est pas la même chose en Andalousie, au sud du pays, où les températures au-delà de 40 sont relativement habituelles et la population sait comment se protéger, alors que dans le nord, sur la côte atlantique par exemple, qui est frappée en ce moment par des températures extrêmes, les habitants ont moins l'habitude. Les records devraient en tout cas se produire en Andalousie et en Estrémadure, dans le sud et le sud-ouest du pays. Les médias insistent sur les mesures préventives, s'hydrater, manger léger, protéger les populations à risque, réduire l'activité physique, éviter même de sortir aux heures les plus chaudes. C'est évidemment pas un hasard si l'Espagne est le pays du gazpacho, de l'éventail, de la siesta, autant d'inventions qui relèvent en ce moment de la santé publique. Et puis le deuxième risque, c'est celui des incendies. Les hautes températures et la sécheresse assèchent les forêts et transforment la végétation en un combustible qui transforme ce qui pourrait être sous une autre météo, un petit incendie, en grand feu de forêt. Même si le premier risque, ce n'est pas la chaleur, c'est l'homme. On estime en Espagne que de 90 à 95% des feux de forêt sont provoqués par l'action de l'homme, qu'elle soit accidentelle ou délibérée. Du même ordre qu'en France. Merci beaucoup Mathieu de Tallac pour ces précisions. Donc en direct de l'Espagne, près de Madrid. L'actualité ce lundi, c'est aussi cet incendie qui s'est déclaré cette nuit, cette fois-ci dans un EHPAD à Saint-Jacques de l'Île-Jourdain. C'est dans le Gers. 81 personnes ont été évacuées et prises en charge. 3 d'entre elles se trouvent en urgence absolue, intoxiquées par les fumées. Reportage de Carla Plomb et Maxime Meunier. C'est dans cette chambre au rez-de-chaussée que le feu s'est déclaré cette nuit, peu avant 3 heures du matin. Manifestement, c'est au niveau du lit. Mais là, on attend que la gendarmerie finisse son enquête. D'après les premières constatations, l'incendie serait dû à un feu de matelas. Très vite, la fumée s'engouffre dans les couloirs, grimpe aux étages et menace les résidents. L'alarme incendie interpelle les soignants d'astreinte et les employés réagissent rapidement. Elles ont évacué les secteurs autour. Elles ont bien sûr appelé les pompiers. En quelques minutes, un important dispositif est déployé. 70 sapeurs-pompiers et 25 véhicules de secours. Les résidents sont mis en sécurité. Une dizaine d'entre eux, dont les chambres ont été touchées, vont être relogés dans d'autres établissements, le temps que les travaux de réhabilitation soient effectués. Je dirais plus de peur que de mal, voilà, puisque l'électricité n'a pas été touchée, le gaz non plus, au niveau des cuisines, il n'y a pas eu de problème non plus. Selon les pompiers, l'EHPAD sera fermé dans les prochains jours à cause des dégâts occasionnés par l'incendie. Elles encourent 17 ans de prison pour trafic de stupéfiants. 2 jeunes Françaises ont été incarcérées en Turquie pour avoir transporté des valises remplies de cannabis. Elles se sont fait piéger, clament leurs proches. Nous avons pu recueillir le témoignage de la tante de l'une de ces 2 ressortissantes françaises. Benoît Ruiz, Laura Combeau, Paul Conge avec Bettina Deguglielmo. Inès, la tante d'Ibtisen, a pu aller voir sa nièce 2 fois en Turquie, dans la prison de Marmara. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une histoire rocambolesque. Des vacances à Bangkok, elle finit en prison en Turquie. En février dernier, Ibtisen et une amie, Mariam, se font offrir un voyage en Thaïlande par un de leurs amis d'enfance. Ce dernier leur a dit qu'il les rejoindrait sur place, mais annule sa venue au dernier moment. À leur retour, une tierce personne leur demande de transporter une valise cadenassée, prétextant qu'il s'agissait des affaires de leur ami resté en France. Mais les 2 jeunes filles ne savent pas que cette valise contient une grande quantité de cannabis et que leur ami est en prison depuis plusieurs mois. Lors de leur escale à Istanbul, le 28 février, elles sont arrêtées par la douane. Elle s'est fait piéger avec cette naïveté. Elle n'a pas vu de mal. Cette valise était censée être remise à la maman de cet individu. Elle avait vraiment l'impression de rendre service.
Mais les filles ne savaient pas qu'il était en détention. Cet ami d'enfance, à l'initiative du voyage, s'avérait être un narcotrafiquant. Il aurait tout piloté depuis sa cellule à la maison d'arrêt d'Amiens. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, le parquet d'Amiens réagisse rapidement, fasse les investigations nécessaires pour qu'on puisse rapporter la preuve que Ibtissem a été abusée et qu'elle ignorait totalement ce qu'elle transportait dans ses valises. Un individu qu'on considère comme dangereux, on l'incarcère pour protéger les citoyens. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça n'est pas normal. Les 2 jeunes femmes de 21 ans risquent 17 ans de prison. Elles seront jugées le 11 septembre à Istanbul. Et on va aller plus loin avec vous, Paul Conge, bonjour. Du service police-justice de BFM TV. Donc, le commanditaire a tout piloté depuis sa propre cellule de prison. Oui, et c'est en ça que cette affaire résonne assez lourdement avec l'actualité, parce que l'avocate et la famille d'Ibtissem, une des jeunes françaises en Turquie, désignent donc un homme détenu à la maison d'arrêt d'Amiens, un certain Taïrik O, comme le commanditaire donc d'un trafic international de stupéfiants, piloté depuis sa cellule. En ce moment, des narcotrafiquants de toute la France sont en train d'être transférés à la prison de Vendin-le-Vieil, ultra sécurisée, justement ouverte pour empêcher à ces trafiquants de continuer leurs activités criminelles. Alors, selon nos informations, Taïrik O a eu des échanges WhatsApp déjà avec les 2 jeunes filles qu'on a pu consulter, et pas de doute, il a très probablement payé à la fois les billets d'avion, l'hôtel et les frais sur place. Et pendant ces 15 jours en Thaïlande, il a continué à leur envoyer des fonds, mais d'autre part, il a aussi vraisemblablement mandaté un complice thaïlandais pour leur apporter les valises pleines de stupéfiants dans la file d'attente pour l'enregistrement de leurs bagages, avant de leur imposer donc de les prendre avec elles en soute. Alors, est-ce qu'elles ignoraient tout? Est-ce qu'elles ont été piégées? Est-ce qu'elles ne pouvaient pas se douter un petit peu quand même du caractère fortement illégal de ce qui était en train de se passer? La Thaïlande avait dépénalisé le cannabis il y a 3 ans. La Turquie, elle, en revanche, ne plaisante pas avec ce type de trafic. Ça tente, en tout cas, qu'on entend dans le reportage et qu'on a contacté, nous dit qu'en tout cas, ce commanditaire présumé a exploité la naïveté de sa nièce, et que si l'administration pénitentiaire avait fait son travail, eh bien, sa nièce ne serait pas en prison en Turquie aujourd'hui. Sa nièce, on le rappelle, encourt 17 ans de prison. Merci beaucoup, Paul, pour ces précisions. Dans le nord de la Drôme, la rave party qui a débuté vendredi soir sur un site classé en zone protégée semble toucher à sa fin. Elle a rassemblé jusqu'à 1500 personnes. Les agriculteurs à qui appartiennent les terrains sont exaspérés. Reportage d'Arthur Baudin, Louis Léger, Damien Charton. Au plus fort de la rave, ils étaient 1500 à bouger au rythme entêtant de la musique électro. Installés dans ce champ de la Drôme classé en zone protégée. À l'extérieur de la fête, les agriculteurs propriétaires des terrains sont exaspérés. Ils s'en foutent. C'est nous qu'on déguste tout ça derrière, c'est délirant. Mais qu'ils aillent s'acheter un bout de terrain et qu'ils fassent ça chez eux. Là, ça fait la 8e. La 8e en 5 ans. Et toujours, c'est toujours crescendo. Parce qu'il se passe le mot, c'est un site assez reculé, et il n'y a personne, il n'y a pas une habitation. Et nous, en fait, on exploite ces terres, on fauche le foin, on paye un fermage dessus. Donc il ne me viendrait pas à l'idée de débarquer chez ces gens-là pour aller pourrir leur jardin. La rave party a débuté vendredi soir. Ce matin, il restait encore quelques teufeurs fouillés à la sortie par la gendarmerie. Sac poubelle à la main, ils garantissent avoir respecté les lieux. Non, ça va, c'est resté assez clean. Après, les orgas, ils restent souvent sur la fin pour nettoyer les petits trucs qui restent que les gens ont oubliés. Mais sinon, non, ça va, ça reste assez clean. On ne s'est pas mis dans les champs de maïs, ou on n'est pas allé dans les champs de maïs, quoi. On s'est mis sur un terrain plat où il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de plantation, il n'y a rien. Mais ce terrain plat sans plantation est utilisé par les agriculteurs pour nourrir leurs vaches à l'automne. Le moindre détritus oublié peut être fatal aux animaux. Dans les mois à venir, il suffit qu'une vache avale une capsule et ça lui perfore les intestins et la bête meurt. D'après le maire de Lens-Lestan, 5000 teufeurs étaient attendus, mais la plupart ont été empêchés d'y accéder par le dispositif de gendarmerie. Le gouvernement veut s'attaquer à la fraude sociale qui représenterait 13 milliards d'euros chaque année. Une série de mesures a été présentée ce week-end. Et parmi ces mesures, il y a celle de l'augmentation des taxes appliquées aux trafiquants de drogue. Explication, Angie Loata, Julie Rosaire avec Kylian Chaput. Et si les revenus des trafiquants de drogue participaient à résorber la dette de l'État? C'est ce que souhaite Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, en taxant près de 5 fois plus les trafics. L'État, en faisant ça, va percevoir des taxes sur de l'argent sale. On considère en fait que les revenus, quand bien même ils sont complètement illicites, c'est la vente de drogue, de la vente par exemple de voitures volées, c'est taxable parce que ce sont des revenus qui ont été acquis. Concrètement, lorsque la marchandise des trafiquants est saisie, elle est notamment soumise à la CSG, la contribution sociale généralisée.
aujourd'hui à hauteur de 9,2% de sa valeur. La ministre de la Santé voudrait passer à 45%. Pour connaître les revenus de ces trafiquants, les forces de l'ordre n'ont plus qu'à estimer le montant de leurs marchandises. C'est eux qui vont nous dire que 10 grammes ou 100 grammes, je ne sais pas, de cocaïne, c'est tant de montant, l'héroïne, c'est tant de montant. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on estime les revenus qui auraient pu être tirés de ces produits illicites. Une mesure saluée par les syndicats de commissaires, même s'ils souhaitent aller encore plus loin. Il faudrait envisager beaucoup plus que 45%. Tout ce qui va toucher au portefeuille et à l'argent sera encore plus efficace que les peines de prison avec sursis ou les peines de prison ferme. Parce que dès qu'on touche au portefeuille, on assèche les revenus issus du narcotrafic. Catherine Vautrin espère présenter son projet de loi d'ici à la fin de l'année. Edgar Becquet, journaliste politique BFM TV, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Le gouvernement a fait plusieurs propositions, hormis celle-là, dans ce projet de loi contre la fraude sociale qui devrait être examiné à l'automne. Oui, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, propose plusieurs mesures pour mieux lutter contre la fraude sociale. Je vais vous en citer quelques-unes. Elle propose par exemple de faciliter la communication entre les différentes caisses de sécurité sociale pour cibler les multifraudeurs. Elle propose également d'autoriser la sécurité sociale à accéder au patrimoine des bénéficiaires de prestations. On parle de leur propriété, on parle de leurs données bancaires. Interdire le versement d'allocations chômage sur des comptes ouverts hors Union européenne, ou encore de géolocaliser les transports sanitaires comme les taxis, les fédérations de taxis par ailleurs qui montent au créneau depuis hier, depuis cette annonce. Il prévoit même de se mobiliser à partir du 5 septembre prochain. Le montant de la fraude sociale en 2024, ça représente 13 milliards d'euros d'après le Haut Conseil des finances publiques. Mais comme le dit Catherine Vautrin dans son interview de ce week-end, elle dit, je cite, « On ne récupérera pas 13 milliards d'euros en claquant des doigts. En 2024, l'État avait récupéré seulement, j'ai envie de dire, 900 millions d'euros, selon la fondation IFRAP. Edgar, vous abordiez la grogne des taxis sanitaires. La rentrée du gouvernement, ça s'annonce un peu musclée quand même. Oui, la rentrée parlementaire s'annonce même explosive. J'ai envie de dire, le texte dont on parle sera présenté devant le Parlement à l'automne, après l'épreuve du budget, qui, on le sait, sera périlleuse. Je parle de rentrée parlementaire explosive parce que les oppositions, et notamment la gauche, critiquent d'ores et déjà ce projet de loi. La gauche qui estime que le gouvernement privilégie davantage la lutte contre la fraude sociale au détriment de la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour l'État. Et en effet, dans ce projet de loi qui est présenté par Catherine Vautrin, eh bien, il n'y a rien sur la lutte contre la fraude fiscale. Mais cette dernière, Catherine Vautrin, affirme que son texte comportera des mesures contre la fraude fiscale qui seront dévoilées dans un autre temps, dans quelques semaines, par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. L'art du suspense. Merci beaucoup, Edgar. Si vous devez prendre le train cet après-midi, sachez que le trafic est fortement perturbé entre la gare du Nord à Paris et celle de Lille-Flandre. Ça concerne les TGV à destination de Lille et de Bruxelles en raison d'un défaut d'alimentation électrique sur un caténaire dans le Val d'Oise. En conséquence, les TGV empruntent la ligne classique avec donc des temps de trajet rallongés. 3 heures de retard pour le moment, nous indique la SNCF. Reprise du trafic normal estimé à 18h. Les voyageurs concernés peuvent se faire rembourser leur billet. Écoutez ces témoignages recueillis à Lille. Normalement, je vais à Carry-le-Rouet, donc j'ai un arrêt à Mercey-Saint-Charles et après j'ai une correspondance pour aller à Carry-le-Rouet. On a reçu un message en disant que le train est annulé. J'ai de repayer un billet de train qui coûte le double. C'est la grosse merde, quoi. On n'a pas eu d'informations, rien. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a personne qui sait expliquer quoi. Et c'est honteux. C'est honteux. Là, je devais aller jusqu'à Reims via Lille. Et puis voilà, on m'a annulé mon train qui devait s'arrêter à Champagne-Ardenne TGV. Donc je vais faire Lille, Paris-Nord, Reims, voilà. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra demain une réunion d'urgence sur la question des otages à Gaza. Une annonce qui intervient quelques jours après la publication de vidéos montrant 2 otages israéliens très affaiblis. Le président français a dénoncé une cruauté abjecte alors que 49 personnes resteraient toujours détenues captives. Le point avec Pierre-Louis Bousset. Sur cette photo, Eviatar David, retenu par le Hamas depuis plus d'1 an et demi dans la bande de Gaza. Cet otage israélien apparaît très affaibli et amaigri. Des images insupportables pour son frère qui demande sa libération.
Dans cet état actuel inimaginable, il ne leur reste peut-être que quelques jours à vivre. Le Hamas se sert d'Éviatar pour l'une des campagnes de cruauté les plus horribles et calculées qu'on puisse imaginer. Jeudi, une vidéo similaire montrant un autre otage avait été diffusée par le djihad islamique. Des publications qui ont notamment fait réagir Emmanuel Macron. Une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite, voilà ce qu'incarne le Hamas. La priorité absolue et l'impératif pour la France est la libération immédiate de tous les otages. Le Premier ministre israélien a sollicité hier l'aide de la Croix-Rouge pour fournir nourriture et traitement médical aux otages détenus à Gaza depuis octobre 2023. Le Hamas pose ses conditions. L'organisation pourra accéder aux otages uniquement si des couloirs humanitaires sont ouverts vers l'enclave palestinienne. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre, 49 resteraient retenues à Gaza, dont 27 déclarées mortes par l'armée israélienne. Et on poursuit avec la chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Et on va se poser cette question à 15h25. Les chèques vont-ils bientôt disparaître? Nous sommes de moins en moins nombreux à en avoir l'utilité. Alors, commerçants ou consommateurs, quel est votre rapport à ce moyen de paiement? Nous vous avons posé la question sur un marché de Paris. Frédéric Fernandez, Hugo Dorsemène et Barbara Durand. Au marché Bastille, à Paris, nous avons vu des clients payer par carte, en espèces, mais aucun avec un chèque. À notre micro, ils le confessent. Ils ne l'utilisent que très rarement. Pour payer certaines factures, pour une traçabilité de certaines factures, ça peut être pratique. Mais par correspondance, quand je mets un chèque dans une enveloppe. Mais autrement, les achats directs, c'est carte bleue ou liquide. Chez ce poissonnier, comme chez de nombreux commerçants, de toute façon, ils ne sont plus acceptés. Il y a eu trop d'abus. On ne prend plus de chèques à cause de chèques en boîte, on a eu des chèques impayés. Donc même avec les identités, on a eu des chèques impayés, donc terminé les chèques. Un peu plus loin dans cette boutique de chaussures, ce moyen de paiement est autorisé pour une simple et bonne raison. Des fois, des gens qui ne peuvent pas finir en fin de mois et elles veulent s'acheter une paire de chaussures, je leur dis une partie en chèque et une partie en carte. Que j'encaisse tout de suite la carte et le chèque, je l'encaisserai à la fin du mois. Si le chèque est une spécificité française, il ne représente que 3% du nombre total de transactions en France, contre plus de 37% en 2000. Il est, selon cet économiste, voué à disparaître. D'ici une dizaine d'années, on n'aura plus de chèques. On obligera les personnes âgées à avoir une carte, d'avoir des moyens digitaux. Et ça coûte très cher aux banques parce qu'en effet, utiliser du papier. Si Bercy réfléchit à fermer d'ici quelques années le dernier centre de traitement des chèques, plusieurs de nos voisins comme la Suède, la Bulgarie ou encore le Danemark les ont tout simplement supprimés. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour, deux informations météo à retenir cet après-midi à l'étranger. La première, elle concerne pas très loin de chez nous une tempête estivale nommée Floris. Elle balaye actuellement les côtes écossaises avec des rafales autour de 130 km/h sur le littoral et jusqu'à 160 quand même en montagne. La deuxième information météo, bien plus fraîche, froide même, qui nous emmène en Australie, en Nouvelle-Galles du Sud, concernée par une tempête remarquable de neige, jusqu'à 40 cm au sol. Et vous le voyez, les kangourous qui s'amusent au milieu de ces flocons. Les conditions sont très perturbées à l'heure actuelle, toujours en Australie, avec des blocages routiers et plusieurs milliers de foyers privés d'électricité. Rien de tout cela chez nous pour les prochaines 24 heures. Voilà, simplement le passage d'une dégradation entre le sud-ouest et le nord-est de la France, surtout sur la partie nord d'ailleurs, avec quelques pluies qui continueront d'arroser un peu nos jardins vers l'Alsace ou encore le Jura dans l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil va reprendre sa place. Très très beau ici vers le centre-ouest et vers le sud de la France. Par contre, attention, la tramontane virulente sur le front des incendies, 50 à 60 km/h.
le département de l'Aude qui sera placé en fort risque d'incendie le plus élevé. Tout au long de la journée demain, niveau rouge sur la carte météo des forêts. Les températures de la nuit prochaine, 12 degrés ici pour Aurillac, jusqu'à 21 degrés vers le pays niçois. Il fera 14 à Rennes ainsi qu'à Rouen. Dans l'après-midi, ça grimpe de plus en plus chaud, très chaud même pour Montpellier avec 36 degrés, 35 à Montélimar, on aura 26 vers Bourges ou encore Nevers. Il fera 24 à Paris, 21 degrés en Seine-Maritime et jusqu'à 23 degrés sur les côtes du Pas-de-Calais. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Bientôt 15h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-info. À la une aujourd'hui, 6 départements méditerranéens restent en risque élevé de feux de forêt aujourd'hui. Dans ce journal, nous vous emmènerons dans les coulisses d'une cellule constituée de pompiers, de gendarmes et d'agents forestiers. Ils enquêtent pour découvrir la cause de ces incendies de végétation. Nous irons dans le Var auprès de la RCCI. Semaine cruciale sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, se rendra à Moscou mercredi ou jeudi, annonce le président Trump. Une visite importante et utile, estime le Kremlin, à quelques jours de la fin de l'ultimatum imposé par les États-Unis à la Russie pour mettre fin à la guerre. Et puis nous irons dans la Somme où un promeneur a découvert un corps égorgé et éviscéré dans le village de Pont-de-Metz, près d'Amiens. La victime n'a pas encore été identifiée et une enquête est en cours. Nous retrouverons notre envoyé spécial Angie Loata sur place dans un instant. La vigilance face aux dangers de feux de forêt est au plus haut depuis plusieurs jours autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, Météo France a placé 6 départements en risque élevé, soit une vigilance orange. Nous nous intéressons aujourd'hui aux enquêtes menées après ces déclenchements d'incendies. Dans ce travail crucial pour détecter l'origine des feux, une cellule pluridisciplinaire œuvre au recueil des moindres indices. Laura Berlioz et les équipes de BFM Toulon-Var nous emmènent à la rencontre de la RCCI. 3 hommes, 3 uniformes différents, réunis dans les environs de Salerne, où le feu a ravagé un peu plus d'1 hectare début juillet. Là, après, il est monté comme ça, c'est ça ? Oui, il est monté comme ça. Les pompiers, la gendarmerie et l'ONF unissent leurs forces pour cartographier la zone, effectuer des relevés, mais aussi comprendre la trajectoire du feu. Ça suit la même direction. Chacun apporte son expertise. Tu as vu ? Ouais, je suis plutôt d'accord, oui. J'ai un vent qui est établi dans ce sens-là. J'ai un feu qui évolue dans ce sens et d'un coup, il se met à tourner. Donc, je suis monté jusqu'en haut du départ de feu pour comprendre pourquoi il avait tourné. Ensemble, ils déterminent la zone de départ de l'incendie. Une fois qu'on a identifié les points d'avancée du feu, on met des drapeaux rouges. Quand le feu recule, on va mettre des drapeaux jaunes. Et on cherche le point de connexion entre les 2 zones. Un travail de fourmi. À leurs pieds, tout est passé au crible. Tout ce qu'on peut trouver sert à déterminer la zone de départ. Et des fois, quand on n'a rien, on finit à 4 pattes avec un pinceau. On enlève la cendre et on essaie de retrouver des vestiges sous la cendre. Leur travail alimente une base de données colossale qui facilite les recherches à venir. La spécificité du Var, intervenir sur tout type de feu. Dès qu'il y a un feu, quelqu'un de l'équipe va faire un état des lieux. Si on s'aperçoit qu'on tombe sur un fait criminel, on va réunir l'équipe complète pour les investigations sur zone et après rédiger le procès-verbal. Un rapport décisif pour la suite des investigations. Par exemple, en 2021, lors de l'incendie de la Plaine des Morts, la fin de l'enquête a confirmé les conclusions de l'équipe RCCI qui avait bel et bien trouvé l'origine de l'incendie. Bonjour Christophe Chantepie, vous êtes membre de l'ONF, l'Office national des forêts, également expert national en défense des forêts contre les incendies. Vous êtes l'une des unités justement qui fait partie de cette RCCI. Comment vous travaillez en équipe sur ce genre d'intervention et d'enquête ? Bonjour. Donc oui, la recherche des causes et des circonstances d'incendie, très bien expliqué dans votre reportage. On est sur une recherche pluridisciplinaire avec un pompier, un personnel gendarme ou policier et un personnel forestier, la plupart du temps de l'Office national des forêts, et où chacun apporte ses connaissances et ses compétences pour pouvoir effectuer la recherche des causes de circonstances d'incendie. Concrètement, on essaie de remonter jusqu'à l'origine du feu en fonction des traces qu'on peut voir dans le paysage, sur des troncs, sur des pierres, sur des escargots qui se retrouvent à avoir la coquille qui d'un côté va être brûlée et pas de l'autre côté, pour remonter à l'origine du feu, les quelques mètres carrés
d'où est parti le feu et à ces endroits-là, essayer de pouvoir trouver des indices qui vont pouvoir permettre de déterminer la cause. En moyenne, combien de temps faut-il pour résoudre ce type d'enquête ? Alors, la recherche de terrain qui est faite, elle est souvent dépendante de la taille de l'incendie. Pour pouvoir remonter sur l'origine du feu, si on a un petit feu qui a fait 1 hectare, on a une piste à remonter jusqu'à l'origine qui va être plus courte et plus rapide à faire que sur un feu qui aura peut-être fait quelques centaines ou milliers d'hectares. Pour autant, assez régulièrement, même sur les très gros feux, on sait à peu près d'où est parti l'incendie. Et en général, ces enquêtes de terrain se retrouvent en une demi-journée sur le terrain, pouvoir déterminer pas mal d'éléments. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas aller chercher par ailleurs d'autres éléments factuels qui vont permettre de connaître un petit peu mieux la cause et pour nos collègues de la gendarmerie et de la police, pouvoir déterminer l'origine et la personne, le mis en cause potentiel également dans ces origines de feu. Alors on a un peu du mal à se rendre compte du travail que ça demande, mais imaginons que ce soit un mégot qui soit à l'origine d'un incendie ou une braise à cause d'un barbecue. Comment est-ce que vous arrivez par exemple à retrouver ce mégot au milieu d'une forêt ? Alors, d'où l'importance que j'évoquais tout à l'heure de pouvoir remonter sur une zone d'éclosion qui va être la plus circonscrite possible, donc la plus petite possible, et qu'on ait effectivement que quelques mètres carrés à peut-être passer au peigne fin, parce que le terme il est approprié. Il nous est arrivé déjà de tamiser des zones avec un petit tamis comme on pourra avoir pour tamiser du sable, pour pouvoir aller rechercher des indices sur ces zones-là et pouvoir trouver, peut-être comme vous l'indiquiez tout à l'heure, le mégot qui a permis de faire démarrer le feu. Entre parenthèses, ce mégot qui sera après récupéré par nos collègues de la police ou de la gendarmerie pour aller à l'expertise et potentiellement aller, c'est déjà arrivé, jusqu'à une analyse ADN. Merci beaucoup Christophe Champpied d'avoir été avec nous dans cette après-midi info. Aux États-Unis, l'incendie Dragon Bravo reste hors de contrôle, déclenché il y a 1 mois après un impact de foudre dans le très touristique Grand Canyon dans l'Arizona. Il est désormais qualifié de méga-feu. Plus de 46 000 hectares sont partis en fumée, presque 4 fois la surface de Paris. Un incendie qui génère ses propres conditions météo. Il pourrait dégénérer en nuages, en éclairs de feu, aggravant ainsi la situation. Une catastrophe également pour l'économie de ce parc naturel qui accueille chaque année 5 millions de visiteurs. Venons-en à cette macabre découverte dans la Somme ce matin. Un corps mutilé a été retrouvé dans le village de Pont-de-Metz, près d'Amiens. Angie Loata, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Une enquête vient d'être ouverte. Oui, exactement, une enquête ouverte du chef d'assassinat. Alors pour rappeler les faits, on a effectivement des faits qui remonteraient à cette nuit. Une personne qui se promenait ce matin ici près du parc du Moulin a découvert donc un corps qui n'a pas tout de suite été identifié. Finalement, le seul élément d'identification qu'on a à l'heure qu'il est, c'est qu'il s'agit d'un homme, mais pas d'autres éléments. Une autopsie sera réalisée demain. Pour vous décrire un peu les lieux, un père de famille nous a expliqué tout à l'heure. Il vient régulièrement ici se promener avec ses enfants. C'est une zone qu'il décrivait comme sécurisante, plutôt agréable, notamment pour passer une après-midi en famille. On est non loin d'Amiens, à quelques kilomètres seulement du Zénith d'Amiens. Il y a des zones sportives ici, tout autour de ce parc qui semble donc fréquenter régulièrement. Et donc cette macabre découverte avec également une scène de crime qui pose question. On a notamment des bras qui sont disposés de part et d'autre de la tête de la personne. Donc je vous l'ai dit, il y a une autopsie qui sera réalisée demain. À ce stade, pas d'autres communications de la part du procureur. Merci Angie Loata en direct de cette région d'Amiens avec Willem Gay pour BFM TV. Autre actualité judiciaire, cet homme sexagénaire mis en examen après avoir été accusé d'avoir alcoolisé son épouse pour la faire violer par d'autres hommes à Dijon. On en parle avec vous Vincent Ventighem, grand reporter du service police-justice de BFM TV. Que sait-on de l'enquête en cours ? Eh bien, c'est une enquête en fait qui a démarré vendredi au petit matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est en fait un homme qui appelle la police alors qu'il est à Dijon. Il explique qu'il sort d'une soirée libertine,
qu'il a eu une relation sexuelle avec une femme, mais qu'il doute de son consentement et même de son discernement. Et il donne des précisions aux policiers qui, évidemment, se rendent immédiatement sur les lieux de cette soirée. Et il découvre cette femme âgée de 44 ans qui est visiblement très fortement alcoolisée et qui dit à ce moment-là n'avoir aucun souvenir de la soirée qu'elle vient de passer. Son mari, qui est âgé de 62 ans, explique lui à l'inverse qu'il s'agissait d'une soirée libertine et qu'elle avait expressément donné son consentement. Il n'empêche qu'il est placé en garde à vue et on l'a appris durant le week-end. Il a été mis en examen pour viol, complicité de viol et administration de substances permettant d'altérer le discernement d'une personne et il a été écroué. L'enquête aujourd'hui cherche à déterminer s'il y a eu d'autres soirées libertines et ce qui s'est passé avant cette fameuse soirée de jeudi à vendredi. Et quelle est la suite désormais? Est-ce qu'il va falloir tenter de savoir s'il y a eu d'autres soirées, si la pratique a duré comme ça depuis longtemps? Évidemment, et puis ça rappelle l'affaire Pellico qui a donné lieu au procès de Mazan dont on a beaucoup parlé. À l'époque, on s'en souvient, il y avait Dominique Pellico dans le box, mais il y avait aussi surtout une 50aine d'hommes accusés et pour nombre d'entre eux condamnés pour avoir violé son épouse qui était inconsciente. Là aussi, les enquêteurs tentent de remonter le fil parce que cet homme qui a été mis en examen a indiqué qu'il se livrait à ces soirées libertines depuis 5 ou 6 ans selon nos informations. Il va donc falloir voir si sa femme qui est âgée de 44 ans a été victime d'abus par le passé. Est-ce que là aussi son discernement a été aboli par une prise d'alcool ou par une prise de stupéfiants, de médicaments, de somnifères? Il y a des expertises qui sont en cours sur ce point pour déterminer exactement ce qu'elle a subi. Et puis on va tenter de remonter le fil. Sur la soirée de la semaine dernière, les enquêteurs ont déjà identifié 2 participants. Le premier, c'est évidemment celui qui a donné l'alerte et qui visiblement ne sera pas poursuivi pour justement avoir permis de dénoncer les faits. Mais on le sait, il y a d'autres participants à ces soirées libertines. Les enquêteurs vont se concentrer sur eux en exploitant notamment le téléphone portable et les ordinateurs du mis en examen, puisqu'on le sait, des rendez-vous étaient fixés sur Internet. Merci beaucoup Vincent pour ces précisions. C'est une découverte encore énigmatique à Montpellier. Clémence Renard, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Une enquête a été ouverte après que 2 hommes ont été retrouvés blessés et dénudés cette nuit. Oui, la police a d'abord été appelée aux alentours de minuit. C'est un témoin qui les a interpellés sur la présence d'un véhicule dans un fossé. Il présentait des traces de sang visibles de l'extérieur. Il était également criblé de balles. Et il y avait également des armes de poing à l'intérieur de ce véhicule, mais pas d'occupants. En revanche, ce témoin a indiqué à la police avoir entendu des hurlements provenant d'un sous-bois à proximité. Et dans un second temps, c'est une autre personne qui a interpellé cette fois les forces de l'ordre. Il venait de voir 4 personnes armées en train d'agresser 2 hommes complètement nus. Ça s'est passé dans cette rue. Les 2 victimes ont ensuite été conduites dans le parc du lac des Garrigues que vous voyez sur cette image. Et après avoir à son tour entendu des gémissements, après être arrivé sur place, la police a finalement retrouvé les 2 victimes dans un buisson, complètement nus, blessés. Les 2 hommes souffraient de contusions et de plaies. Ils ont été pris en charge par les pompiers et transportés à l'hôpital La Péronie à Montpellier. De leur côté, les 4 suspects armés ont vraisemblablement pris la fuite à pied, selon une source policière. Le raid a été déployé cette nuit pour tenter de les retrouver en vain. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Montpellier. Clémence Renard en direct de Montpellier avec Dorine Jarnias derrière la caméra. 15h41, si vous devez prendre le train cet après-midi, sachez que le trafic est fortement perturbé entre la gare du Nord à Paris et celle de Lille-Flandre. Cela concerne tous les TGV à destination de Lille et de Bruxelles en raison d'un défaut d'alimentation électrique sur un caténaire dans le Val d'Oise. Les TGV empruntent donc la ligne classique avec des temps de trajet allongés. 3 heures de retard pour le moment, c'est ce que nous indique la SNCF. Reprise du trafic normal estimée à 18h. Les voyageurs concernés peuvent se faire rembourser leurs billets. Écoutez ces témoignages recueillis à Lille. Normalement, je vais à Carry-le-Rouet. Donc j'ai un arrêt à Mercey-Saint-Charles et après j'ai une correspondance pour aller à Carry-le-Rouet. On a reçu un message en disant que le train est annulé. J'ai de repayer un billet de train qui coûte le double. C'est la grosse merde, quoi. On n'a pas eu d'informations, rien. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a personne qui sait expliquer quoi. Et c'est honteux. C'est honteux. Là, je devais aller jusqu'à Reims via Lille. Et puis voilà, on m'a annulé mon train qui devait s'arrêter à Champagne-Ardenne TGV. Donc je vais faire Lille, Paris-Nord, Reims. Voilà. Actualité à l'étranger à présent, l'émissaire américain Steve Witkoff se rendra en Russie mercredi ou jeudi, annonce de Donald Trump, quelques heures après le déploiement de 2 sous-marins nucléaires américains. Et alors que son ultimatum à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine s'achève vendredi, on l'écoute.
Il pourrait partir en Russie, je pense, mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Ils aimeraient le voir, ils ont demandé qu'il les rencontre, donc nous verrons ce qui se passe. Bonjour Antoine Lard, vous êtes notre correspondant à Washington. C'est donc une semaine cruciale qui s'ouvre pour le conflit ukrainien. La visite de Steve Witkoff en Russie sera importante et utile, dit le Kremlin. Oui, et on a un peu le sentiment que Donald Trump, une nouvelle fois, veut donner une dernière chance à Vladimir Poutine, une énième chance. D'abord, ce qui est assez frappant, c'est que ces derniers jours, Donald Trump a exprimé des doutes sur l'efficacité de son ultimatum, l'efficacité des sanctions qu'il pourrait prendre contre Poutine. Hier soir, encore, Trump a expliqué que les Russes étaient passés maîtres dans l'art de contourner ces sanctions. Et il dit que finalement, sur le terrain, eh bien, ces menaces ne changeront peut-être pas grand-chose. Ce sont des déclarations quand même assez étonnante, comme si Trump ne croyait pas vraiment à ce qu'il était en train de faire. Par ailleurs, Witkoff explique Trump va chercher en Russie à conclure un deal avec Vladimir Poutine. Il ne faut pas oublier que ça reste pour Trump la priorité. Le président américain veut un arrêt des combats, quelles que soient finalement les conditions. Trump veut être le faiseur de paix, celui qui met fin à la guerre en Ukraine. Reste que on ne voit pas très bien ce que Witkoff va pouvoir obtenir des Russes. Il faut rappeler que l'émissaire de Trump s'est déjà rendu à plusieurs reprises à Moscou. Et il faut bien le dire, à chaque fois, il s'est fait, entre guillemets, balader par le Kremlin. On a notamment appris que Witkoff s'était rendu sur place sans interprète. Ce sont les Russes qui faisaient la traduction, ce qui laisse une impression d'amateurisme complet. Witkoff, par ailleurs, n'a aucune expérience diplomatique. Et à chaque fois qu'il est rentré de Moscou, il semblait totalement aligné sur les positions russes. Donc pas sûr que cette visite permette vraiment de faire bouger les lignes. Elle permettra peut-être à Poutine, une nouvelle fois, de gagner du temps. Merci Antoine Lard, en direct de Washington pour BFM TV. Général Jérôme Pellistrandi, bonjour, vous êtes consultant défense BFM TV. Il y a donc le porte-parole de la présidence russe qui réagit après l'annonce de Trump de déployer ses 2 sous-marins nucléaires près de la Russie. Le Kremlin qui appelle à faire preuve, je cite, d'une grande prudence dans la rhétorique nucléaire. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette réponse ? C'est assez classique de la part en fait du Kremlin de vouloir reporter la responsabilité sur les autres. La guerre en Ukraine, c'est la responsabilité de l'OTAN et de l'Ukraine, et en quelque sorte, l'escalade verbale entre Medvedev et puis le président Donald Trump, c'est encore la faute des Américains. Donc on est dans cette logique en quelque sorte où Moscou veut apparaître en étant comme étant le pôle de stabilité, alors tout ça bien sûr entre guillemets, qui en fait mène une guerre existentielle pour protéger la population russe. Bon, tout ça en fait ne doit tromper personne. On est dans une confrontation qui est compliquée avec bien sûr la guerre sur le terrain en Ukraine, mais également une confrontation d'ego, celui de Vladimir Poutine, celui de Donald Trump. Donc il faut rester très prudent. Donc, et on va voir qu'est-ce qui va sortir, comme le disait Antoine Delard à l'instant, de la visite de Steve Witkoff à Moscou. À ce stade, donc, le risque d'escalade s'éloigne. On a l'impression que le Kremlin tente plutôt de calmer le jeu. Alors, il faut bien comprendre que le Kremlin a usé et abusé de la rhétorique nucléaire depuis le début du conflit, il y a maintenant 3 ans et demi. Mais en restant dans le champ verbal. Cette fois-ci, ce sont les Américains qui réagissent, bon, sachant que de toute façon, il y a déjà des sous-marins nucléaires américains, voilà, qui sont quelque part dans le Pacifique ou dans l'Atlantique Nord pour assurer la dissuasion. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de changement opérationnel. Mais effectivement, on voit donc le Kremlin qui va vouloir apparaître comme étant entre guillemets, de bonne volonté, qui va essayer, bien sûr, de présenter à Witkoff des éléments démontrant la bonne foi de Moscou. Et pour cela, il faut rester très prudent. On verra ce qui ressortira de cette rencontre. Et notamment, si Witkoff rencontre Poutine, ça sera aussi une bataille de communication et d'image, donc mercredi ou jeudi. Justement, sur le terrain de la communication, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Donald Trump, avec cette annonce sur les sous-marins, agit un peu par impulsion ? Oui, mais ça, c'est lié à la personnalité de Donald Trump. C'est-à-dire que, en fait, en plus, il a dit donc hier que les sous-marins étaient déjà sur place. En fait, bon, tout ça, c'est, en fait, ça fait pas très sérieux parce que
tout ce qui est lié au nucléaire, c'est extrêmement sérieux. Là, on a davantage des effets de communication, mais la communication, elle ne remplace pas la stratégie. Et c'est bien ça la problématique pour Donald Trump, c'est qu'il voit bien que depuis plus de 6 mois qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il n'arrive pas à trouver en quelque sorte la clé pour débloquer la situation en Ukraine. Et il faut rester prudent parce que conclure un deal, comme ça a été dit il y a quelques minutes, est-ce que c'est au détriment de l'Ukraine ou est-ce que c'est un deal qui permettrait effectivement à l'Ukraine de s'en sortir? Voilà, les questions, elles sont sur la table et on verra quelles seront les réponses apportées en fin de semaine à Moscou. Merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi, d'avoir été avec nous. La fraude sociale est une trahison au lendemain de cette annonce de la ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, détaillant ses mesures pour en venir à bout, notamment en augmentant les taxes appliquées aux trafiquants de drogue. L'ancien député Henri Guénaud nuance l'importance de cette bataille du gouvernement. Selon lui, il ne faut pas tout mélanger. Écoutez-le. Quelle que soit la situation par ailleurs, il faut lutter contre la fraude. La fraude, c'est une entorse effectivement au pacte moral ou civique qui unit une société. Dans cette affaire de fraude, il ne faut pas tout confondre. Ce qui me gêne aussi, c'est la confusion entre différents types de comportements. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de s'attaquer aux revenus de la drogue, par exemple, hein, et de s'attaquer aux revenus de la drogue, de s'attaquer au travail dissimulé, ou de s'attaquer aux petits arrangements que les gens font avec eux-mêmes et avec l'administration, que ce soit des impôts ou la sécurité sociale. Bon. Direction le Proche-Orient à présent, où après la publication par le Hamas notamment de plusieurs vidéos de propagande montrant des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza très amaigris, le ministre des Affaires étrangères israélien a déclaré vouloir mettre leur sort au centre de l'agenda. Stéphane Amar, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. C'est une forme de contre-attaque diplomatique d'Israël qui avait le premier d'ailleurs été accusé d'affamer la population gazaoui. Oui, absolument. Depuis plusieurs semaines, Israël est sous le feu des critiques sur la situation à Gaza. Et là, c'est le Hamas qui se retrouve dans la ligne de mire, car ces images ont choqué, non seulement ici en Israël, mais ont choqué dans le monde entier, d'autant que les combattants du Hamas, eux, lorsqu'ils sont arrêtés par Israël, paraissent extrêmement bien portants et donc visiblement ont accès très largement à la nourriture qui rentre dans la bande de Gaza. Israël va donc demander demain au Conseil de sécurité de l'ONU de condamner le Hamas et par le fait même de justifier son offensive, de justifier sa guerre à Gaza contre le mouvement islamiste. Merci beaucoup Stéphane Amar d'avoir été avec nous. On a appris aussi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il convoquerait cette semaine son cabinet pour donner, je cite, des instructions à l'armée sur la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza. Retour en France à présent, direction Marseille. C'est là que fait escale l'USS Gerald Ford, porte-avions américain, fleuron de la marine américaine et plus gros bâtiment de guerre du monde. Anne Boisise, vous êtes notre envoyée spéciale dans la cité phocéenne. Le navire a quitté Norfolk, le grand port militaire de Virginie, fin juin, direction désormais le Proche-Orient. Oui, tout à fait. Donc, le plus grand porte-avions de la flotte américaine vient d'arriver à Marseille et c'est aussi le plus gros du monde. Sur ce bateau qui s'appelle l'USS Gerald Ford, on y trouve une véritable base militaire mobile capable de faire face aux situations les plus agressives et les plus importantes. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble ce mastodonte des mers, il fait 333 mètres de long contre 262 pour le Charles de Gaulle qui, lui, est le plus gros porte-avions d'Europe. On peut donc véritablement parler d'une ville flottante. À son bord, 4500 marins, 75 aéronefs qui peuvent décoller depuis un pont d'envol situé lui aussi sur le bateau et qui fait 20 000 mètres carrés, ce qui représente environ 3 terrains de foot. Un navire qui a coûté 13 milliards de dollars pour sa construction. C'est la première fois que l'USS Gerald Ford fait escale ici, dans la cité phocéenne. Son escale ici, c'est le symbole de l'alliance franco-américaine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis. Il restera amarré ici pendant une semaine, donc jusqu'à ce samedi 9 août, avant de retourner en mer, direction le Moyen-Orient. Anne Boisise avec Clémence Fournival derrière la caméra, en direct de Marseille. Tout de suite, votre chronique de l'été, c'est vos vacances. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés.
On ne vous le souhaite pas, évidemment, mais si vous vous blessez lors de vos vacances en montagne, par exemple, eh bien, vous serez bien heureux de les avoir à vos côtés. Un médecin, 6 secouristes en rotation, un pilote et un mécanicien ici toute l'année. Nous avons embarqué avec la CRS Alpes, ces spécialistes du secours en montagne. Et vous allez voir que leurs journées ne sont pas de tout repos. Damien Charton et Anaïs Girard. Premier secours ce matin, celui de Quentin. Il s'est blessé la veille au soir à 2500 mètres d'altitude avant de regagner un refuge. J'ai la cheville qui a vrillé et j'ai dormi là-bas. Je pensais que je pouvais repartir, en fait, pas du tout. Quentin ne sera pas le seul à avoir besoin de la CRS Alpes. Pour l'équipe, à peine le temps de replier les cordes et de faire le plein, le téléphone sonne déjà. Elle est consciente, hein, si j'ai bien compris. Elle est consciente, oui, elle est consciente. Elle se plaint pas de douleur? Nouveau départ, cette fois pour secourir une femme de 65 ans. Elle vient de faire un malaise en pleine randonnée. À bord de l'hélicoptère, un pilote, un mécanicien, 2 secouristes et un médecin qui tentent de la repérer. La personne blessée est finalement localisée. L'équipage est prêt pour l'intervention. Médecins et secouristes descendent de l'appareil avant de retrouver la victime allongée sur un banc. Après un diagnostic et des premiers soins, il faut l'évacuer. Direction l'hôpital où elle sera prise en charge par les urgences. Une intervention par les airs, beaucoup plus rapide que la route. Pour acheminer la victime à l'hôpital, il y en a, oui, je pense bien une demi-heure, 30 minutes. Voilà, là on a mis seulement 2 minutes avec l'hélicoptère. L'hélicoptère reste le moyen d'acheminement le plus utilisé. Pour la CRS Alpes, il est fréquent d'enchaîner les interventions. Ce début de semaine, c'était relativement calme, malgré qu'on soit en plein milieu de l'été. Mais ça peut monter de quelques secours à une dizaine. Quelques jours plus tôt, l'équipe a fait 8 heures de vol au total, avec plusieurs secours de nuit. Et même de retour à la base. Allez, bon courage, à tout de suite. Pas de répit pour ces spécialistes de la montagne. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, Malucé. Restez avec nous dans un instant dans notre journal de 16h. Nous reviendrons sur la sortie du silence du Kremlin 3 jours après les menaces proférées par Donald Trump, menaces nucléaires. La Russie qui appelle à une grande prudence dans ces menaces. Une semaine importante qui s'ouvre sur le conflit ukrainien puisque l'émissaire américain Steve Witkoff pourrait rencontrer Vladimir Poutine mercredi ou jeudi. À tout de suite. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. Je me demande combien vaut notre voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. Vendre sa voiture n'a jamais été aussi simple. Saisissez simplement les détails de votre voiture et obtenez le prix de vente. Et vendez-la dans une agence. Obtenez le meilleur prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Dior, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chanel. Légende de la mode, une collection de livres illustrés pour les amoureux de la mode. Le numéro 1, Chanel, 2,99 € seulement. Depuis toujours, vous soutenez l'UNICEF qui nous porte secours et nous relève partout dans le monde. Grâce à vous, nous grandissons, nous allons à l'école et nous sommes portés vers un plus bel avenir. Ce lien entre nous peut ne jamais disparaître. En pensant à l'UNICEF dans votre testament ou votre assurance vie, vous continuerez à les protéger et à les accompagner. Nous sommes conscients de l'engagement que cela représente. Alors parlons-en en toute simplicité au 01 87 64 20 20 pour l'avenir de chaque enfant. Les amis, j'ai fait Comme J'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme J'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors pour perdre du poids, à partir de 3,92 € par repas. Rendez-vous maintenant sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr, c'est important.fr. Vous savez quoi? Même en vacances, mes clients prennent rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple. Ils choisissent le lieu, le créneau. En quelques clics, c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre les essuie-glaces. Pourquoi la MAF? Je veux savoir pourquoi. Eh bien voilà.
Oh là là, il est vraiment bien celui-là. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais encore sur ton téléphone? Non mais je suis sur la MAF, maman. Sur la MAF? Bah, genre l'appartement, je le kiffe, tu vois. Donc je suis en train de l'assurer là. Attends, comment ça tu l'assures? Bah avec la MAF, j'ai l'assurance habitation 100% en ligne, qui assure même les colocataires. Maintenant, vous savez pourquoi on préfère la MAF. On y est repéré. La MAF, je préfère la MAF. Bonjour, roi du silence. C'est moi, papa. Ah bah t'as perdu. Et vous aussi, vous avez pas le roi du silence. Avec le Happy Meal à 4 €, le roi du silence est de retour chez McDo. Ça fait du bien quand ça... Roi du silence. Ok, c'est une banque sans actionnaire, mais ça reste une banque. Faut qu'elle fasse du chiffre. Oui, t'as raison. Eh ben voilà. Et ce chiffre, c'est celui de la satisfaction client. Oui, bah, elle m'explique mieux que toi. 9 clients sur 10 sont satisfaits du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Quoi? Tout ça? Pour ce prix? Je peux voir? Il y en a encore que ça étonne. Leclerc est moins cher que Carrefour, Intermarché ou Lidl par exemple. Et chez vous, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. You. United Credit. En ce moment, profitez d'un prêt de 10 000 € au taux exceptionnel à partir de 4,5%. United Credit, enfin un crédit fait pour you. Et il est 16h sur BFM TV. Merci d'être avec nous pour votre après-info. À la une, 6 départements méditerranéens restent en risque élevé de feux de forêt aujourd'hui. Dans ce journal, nous vous emmènerons dans les coulisses d'une cellule constituée de pompiers, gendarmes et agents forestiers qui enquêtent pour découvrir la cause des incendies de végétation. À la une, nous reviendrons également sur ces 2 Françaises en détention en Turquie. Elles sont suspectées d'avoir transporté des valises pleines de stupéfiants entre Bangkok et Paris. Elles clament leur innocence. Leurs proches dénoncent un piège. Et puis la fraude sociale dans le viseur du gouvernement. Pour mettre fin à la trahison qu'elle représente, la ministre Catherine Vautrin a dévoilé plusieurs mesures, dont celle d'augmenter les taxes appliquées aux trafiquants de drogue. Explication dans ce journal. Le Kremlin appelle à faire preuve d'une grande prudence après le déploiement de 2 sous-marins américains près de la Russie. Le porte-parole de la présidence russe a donc pris la parole ce matin. Écoutez-le. Dans cette situation, il est évident que les sous-marins américains sont déjà en service de combat. C'est la procédure standard. Mais en général, nous préférons ne pas nous engager dans de tels débats, ni commenter cette question. Nous sommes extrêmement prudents dans nos déclarations concernant les questions nucléaires. Comme vous le savez, la Russie maintient une position responsable. Naturellement, nous pensons que tout le monde devrait être très prudent avec la rhétorique nucléaire. Il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire. C'est l'idée principale de notre position. Jean-Didier Rouvroy, notre correspondant BFM TV à Moscou. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, s'est donc exprimé ce matin. Parole très attendue. On peut dire que, en fait, c'est Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, du Kremlin, qui était interrogé par des journalistes qui lui demandaient, en fait, si il y avait eu une remise à l'ordre par rapport aux déclarations provocantes de Dmitri Medvedev. Alors, Dmitri Peskov a quelque sorte botté en touche en disant qu'effectivement, en Russie, comme dans tous les autres pays, il y avait des points de vue différents avec des gens plus ou moins radicaux en fonction de leur appartenance politique et qu'il préférait ne pas se prononcer sur cette question et a rappelé la position de la Russie qui disait que en matière d'armes nucléaires, il fallait faire preuve de la plus grande retenue. Ensuite, le porte-parole du Kremlin a également parlé de la venue de Steve Witkoff à Moscou. Il a parlé d'une rencontre qui sera importante et utile. Alors on le sait, l'émissaire américain est attendu à Moscou mercredi ou jeudi et l'ultimatum de Donald Trump se termine vendredi. L'ultimatum qu'il a donné à la Russie pour mettre un terme au conflit en Ukraine. On ne sait pas sur quoi cela va déboucher exactement. Mais ce que Dmitri Peskov a encore ajouté, c'est que Vladimir Poutine n'excluait pas une rencontre avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mais à une condition, c'est la condition que le travail préparatoire au niveau des experts soit effectué, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On dirait que le Kremlin semble laisser des portes ouvertes pour éviter que l'ultimatum se referme sur lui de façon trop brusque.
Et on va parler de cette prise de parole du Kremlin avec Michel Fayad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste géopolitique. Que vous inspirent ces propos, grande prudence sur la rhétorique nucléaire? Écoutez, moi je pense qu'il faut voir des choses d'une manière assez ouverte, c'est-à-dire que d'un côté, Trump a effectivement déployé ses navires nucléaires, mais de l'autre côté, l'envoi de Witkoff est aussi un signal positif vis-à-vis de la Russie, parce que Witkoff, c'est quand même l'émissaire de Trump qui avait fait des concessions à Vladimir Poutine. C'est lui qui avait dit que les États-Unis sont prêts à reconnaître le fait que la Russie ait annexé les 4 oblasts et la Crimée. Donc c'est celui qui était allé le plus loin dans les concessions faites à Vladimir Poutine. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a toujours 2 courants qui s'affrontent, que ce soit sur le dossier au Moyen-Orient ou sur le dossier en Ukraine. Sur le dossier en Ukraine, il y a le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères, qui est traditionnellement pro-ukrainien et anti-russe. Et là, Trump n'a pas choisi quelqu'un du département d'État pour aller négocier en Russie, mais Witkoff, qui est donc un homme d'affaires. Et peut-être que ce que Trump essaye de trouver comme accord avec Poutine, c'est quelque chose qui a peut-être un lien avec du business, du commerce. En tout cas, donc, du côté russe, on dit que cette visite elle sera importante, constructive et utile, plus que d'avoir montré les muscles et menacé de sous-marins nucléaires. Oui, voilà. Donc, en fait, Poutine a joué, c'est-à-dire que vous savez, au départ, c'est Medvedev qui a parlé et c'est Trump directement qui a répondu à Medvedev. Et là, Poutine ensuite a laissé Loukachenko répondre pour lui. Et maintenant, il envoie donc Petkov pour calmer le jeu. Poutine s'est mis un peu en retrait. Il a joué un peu vous savez, good cop, bad cop, le gentil flic, le mauvais flic. Donc avec lui jouant le bon flic et les mauvais flics étant Medvedev, Loukachenko. Et en fait, c'est un peu ça l'idée. Je crois qu'aujourd'hui, Poutine veut essayer de trouver un terrain d'entente avec Donald Trump qui pourrait être une rencontre ensemble en Chine le mois prochain, ou alors, mieux encore, à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, où New York est à ce moment-là donc une place diplomatique où il ne peut pas être arrêté par la Cour pénale internationale, et où il pourrait rencontrer et Trump et Zelensky. Et là, ça serait un coup important. Mais là, dans l'immédiat, il y a une rencontre qui n'est pas exclue cette semaine entre justement Poutine et Steve Witkoff. Oui, moi je suis certain qu'il va rencontrer Witkoff. Je pense que Witkoff va rencontrer d'abord son équivalent côté russe, qui a mené les négociations avec les Ukrainiens jusque-là. Mais il est certain qu'à un moment donné, Witkoff va rencontrer Poutine, comme ça a déjà été le cas les dernières fois où Witkoff s'est rendu en Russie. Et il est important, je pense, que pour Poutine, de rencontrer Witkoff pour montrer à Donald Trump qu'il reçoit son émissaire, son envoyé spécial, et lui faire passer certains messages. Merci beaucoup, Michel Fayad, analyste géopolitique, de nous avoir aidé à comprendre et à lire entre les lignes ce qui se trame entre ces différentes rencontres qui vont avoir lieu sur ce sujet. Dans l'actualité, à 16h06, cette macabre découverte dans la Somme ce matin, un corps mutilé découvert dans le village de Pont-de-Metz, c'est près d'Amiens. On y retrouve le maire de la commune, Loïc Bulan. Bonjour, merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui pour nous expliquer ce que vous savez. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez à l'heure actuelle ? Oui, bonjour. À l'heure actuelle, l'enquête continue, les investigations se poursuivent. Aujourd'hui, à cette heure-ci, il y a une battue qui se fait dans la commune pour essayer de retrouver les indices. Donc voilà, on en est là à ce moment de la journée. Une battue citoyenne que vous venez vous-même de lancer, ou est-ce que ça s'est fait de manière spontanée ? Non, c'est une battue policière. Non, c'est que policière, d'accord. C'est que le service de police, oui, tout à fait. Ce que l'on sait, c'est que la victime est un homme qui a été retrouvé mort, les bras de part et d'autre de la tête. On imagine l'effroi. Vous êtes maire d'une petite commune ? Oui, quand j'ai appris ça ce matin, c'est vrai que déjà le fait d'avoir découvert une personne décédée, déjà c'est pas quelque chose très, très habituel, surtout dans notre commune qui est assez calme, et un endroit qui est généralement très calme aussi, où il n'y a pas de souci. En plus, la description de la scène était vraiment là un petit peu effroyable, là, et on a du mal à comprendre ce qui a pu bien se passer, parce que c'est tout à fait incroyable, tu vois.
On a l'impression qu'on nous parle d'un film un peu gore et en fait c'est ici, quoi. Ça s'est passé là, tout près de chez nous, quoi. Et on imagine du coup le choc que ça a dû provoquer chez vos administrés. Comment est-ce que vous vous mettez à leur disposition peut-être pour les aider ? Là aujourd'hui, oui, on commence à avoir des appels, des gens qui apprennent un petit peu par les réseaux et la presse ce qui s'est passé. Ils essayent d'en savoir un peu plus. Nous, au niveau de la mairie, enfin au niveau de moi-même, je suis en contact en direct avec le commissaire qui suit l'enquête depuis ce matin. Et aujourd'hui, il n'y a rien on n'a pas beaucoup d'indices. On n'a pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire que c'est un jeune homme de 33 ans qui a été égorgé, qui a été éventré, éviscéré. Et qu'on a laissé là, en plein milieu d'un parc, pas loin de jeux d'enfants. Et en fait, c'est un jeune homme qui n'habite pas la commune. Ça, j'en suis maintenant persuadé. Mais par contre, qui habite tout près, dans les quartiers d'Amiens. On n'a pas d'idée pour l'instant sur ce qui a pu se passer ? Non, du tout. Là, aujourd'hui... je n'ai pas du tout d'informations sur les raisons de ce crime, les causes. Non, je ne sais pas du tout. Merci beaucoup Loïc Bulan, maire de Pont-de-Metz, donc cette commune endeuillée par la découverte donc macabre de ce corps d'un homme mutilé donc dans la nuit. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes pour nous donner quelques détails. 16h09 à présent, c'est une nouvelle semaine sous haute vigilance qui s'ouvre pour les feux de forêt dans le sud de la France. 6 départements sont en vigilance orange, des Pyrénées-Orientales au Var. Des incendies qui, on le sait, sont dans la grande majorité des cas d'origine humaine. Alors comment les enquêteurs travaillent-ils pour le déterminer ? On voit cela avec Arthur Baudin. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Alors, le travail des enquêteurs est de déterminer s'ils sont de nature volontaire ou accidentelle. L'enquête commence une fois la zone de l'incendie refroidie. Le premier indice recherché est le mégot de cigarette. On peut l'exploiter notamment au niveau des traces ADN résiduelles pour identifier éventuellement son propriétaire. À condition que ce dernier soit référencé dans le fichier national des empreintes génétiques. Autre levier d'enquête pour la gendarmerie, l'analyse de l'environnement dans lequel s'est déclenché le feu. Les enquêteurs peuvent également prélever de la terre, des végétaux, pour identifier si celle-ci détient en partie ou totalement des produits accélérateurs, à l'instar de solvants, d'essence ou de produits issus des briquets. Les indices peuvent aussi conclure à un déclenchement accidentel du feu. Les pompiers appellent à respecter scrupuleusement les interdictions. Il y a une interdiction d'accès au massif forestier et il y a encore trop de personnes qui bravent ces interdictions malgré les demandes qui sont formulées clairement par les autorités préfectorales. Pour une personne ayant déclenché un incendie, le code pénal prévoit des peines d'emprisonnement de 1 à 7 ans. Kevin Fleury est avec nous du service météo-climat de BFM TV, avec donc ces départements en risque de feux de forêt qu'on continue de scruter, et notamment demain l'Aude qui passera en rouge. Oui, bel et bien, toujours autour de la Méditerranée, avec ce risque d'incendie qui est très concentré autour de la Grande Bleue. Alors on a un risque modéré aussi quand on regarde la carte d'aujourd'hui, jusqu'aux Deux-Charentes, jusqu'aux Deux-Sèvres même, placé en vigilance jaune. C'est le département situé le plus au nord sur notre carte de vigilance. Et donc, vous le disiez, demain, on sort de nouveau la couleur rouge sur notre carte météo des forêts pour l'Aude. Raison très simple, absence de pluie évidemment, sécheresse des sols, mais demain on a de nouveau ce vent régional très connu, c'est la tramontane qui va souffler entre 50 et 60 km par heure, avec un risque d'incendie finalement qui est élargi sur de très nombreuses régions de la zone sud. On le voit bien ici quasiment jusqu'au bassin parisien. Vous restez avec nous, Kevin. La péninsule ibérique est touchée par une nouvelle vague de chaleur, la deuxième de l'été dans plusieurs régions espagnoles et au Portugal. Mathieu de Taillac, vous êtes notre correspondant près de Madrid. Chez vous, les températures s'envolent avec des pointes à plus de 40 degrés. Oui, on est au deuxième jour de cette vague de chaleur qui doit finalement durer non pas 4 jours, mais une semaine. C'est ce qu'indique l'agence météo aujourd'hui. Hier, record de cette deuxième vague de l'été, il a fait plus de 43 degrés à Badajoz, donc dans l'ouest du pays. Et ce mercure donc devrait continuer dans les sommets jusqu'au week-end prochain. Aujourd'hui, il y a 1316 communes qui sont en état de haut risque pour la santé. Ça fait une commune sur 6 en Espagne. C'est une qualification qui est établie par un institut public de santé qui mesure en fait la surmortalité suivant le contexte de chaque territoire. Parce que en Andalousie, par exemple, des températures au-delà de 40 degrés, c'est
presque habituel l'été, et la population locale sait comment se protéger, alors que dans le nord du pays, l'alerte s'active avant, à des températures inférieures, et c'est en ce moment justement un des endroits où on enregistre des températures extrêmes, c'est la côte atlantique, une région où les habitants ont moins l'habitude de ces canicules, mais les records devraient continuer d'être la norme en Andalousie, en Estrémadure, donc dans le sud et dans le sud-ouest du pays. Les médias et les autorités insistent sur les mesures préventives, s'hydrater, manger léger, protéger les populations à risque, réduire l'activité physique, éviter même de sortir aux heures les plus chaudes. Et puis le deuxième risque, vous venez d'en parler, c'est celui des incendies. Les hautes températures et la sécheresse transforment la végétation en un combustible. Dans ces conditions, un petit départ de feu peut donner lieu à un vaste incendie, alors que les mêmes flammes se seraient arrêtées si elles avaient attaqué une végétation plus humide. Donc avec un autre problème lié à la météo cette année, c'est que la végétation qui est en train de s'assécher en ce moment, elle est très dense parce que le printemps dernier était riche en pluie. C'est donc un peu contre-intuitif, mais le risque est que les pluies du printemps dernier favorisent les incendies en période de canicule cet été. Merci Mathieu de Taillac en direct de la région de Madrid pour BFM TV. Kevin Fleury, on revient avec vous avec cette vague donc, de chaleur qui touche l'Espagne, mais aussi le Portugal. Est-ce qu'elle va arriver en France chez nous ? Alors oui, parce que les grands centres d'action sont en train de bouger. Autrement dit, on avait un anticyclone installé sur le proche Atlantique déjà depuis plusieurs jours. Il n'arrivait pas à arriver chez nous, donc c'est pour ça qu'on avait quelques descentes perturbées sur le nord-ouest de la France. Mais regardez sur notre animation, on voit bien l'arrivée de cet anticyclone en direction du continent et son positionnement va faire basculer le flux au secteur sud-sud-ouest. Et qu'est-ce qu'il y a au sud-ouest de la France ? Il y a l'Espagne. Et donc, assez logiquement, on a cette remontée d'air chaud qui va se propager sur le territoire avec 35-36 dès demain, 37-38 pour la fin de la semaine, peut-être un petit peu plus. Donc, ce sera très chaud dans le sud. Ça reste à préciser dans le nord, avec là aussi des températures qui devraient quand même fréquemment dépasser les 30, notamment vendredi. On suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Kevin. Elles encourent 17 ans de prison pour trafic de stupéfiants. 2 Françaises ont été incarcérées en Turquie pour avoir transporté des valises remplies de cannabis. Elles se sont faites piéger, clament leurs proches. Nous avons pu recueillir le témoignage de la tante de l'une de ces 2 ressortissantes françaises. Benoît Ruiz, Laura Cambo, Paul Conge avec Bettina de Guglielmo. Inès, la tante d'Ibtissem, a pu aller voir sa nièce 2 fois en Turquie, dans la prison de Marmara. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une histoire rocambolesque. Des vacances à Bangkok, elle finit en prison en Turquie. En février dernier, Ibtissem et une amie, Mariam, se font offrir un voyage en Thaïlande par un de leurs amis d'enfance. Ce dernier leur a dit qu'il les rejoindrait sur place, mais annule sa venue au dernier moment. À leur retour, une tierce personne leur demande de transporter une valise cadenassée, prétextant qu'il s'agissait des affaires de leur ami resté en France. Mais les 2 jeunes filles ne savent pas que cette valise contient une grande quantité de cannabis et que leur ami est en prison depuis plusieurs mois. Lors de leur escale à Istanbul, le 28 février, elles sont arrêtées par la douane. Elle s'est fait piéger avec cette naïveté. Elle n'a pas vu de mal. Cette valise était censée être remise à la maman de cet individu. Elle avait vraiment l'impression de rendre service. Mais les filles ne savaient pas qu'il était en détention. Cet ami d'enfance, à l'initiative du voyage, s'avérait être un narcotrafiquant. Il aurait tout piloté depuis sa cellule à la maison d'arrêt d'Amiens. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, le parquet d'Amiens réagisse rapidement, fasse les investigations nécessaires pour qu'on puisse rapporter la preuve que Ibtissem a été abusée et qu'elle ignorait totalement ce qu'elle transportait dans ses valises. Un individu qu'on considère comme dangereux, on l'incarcère pour protéger les citoyens. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça n'est pas normal. Les 2 jeunes femmes de 21 ans risquent 17 ans de prison. Elles seront jugées le 11 septembre à Istanbul. Et on va aller plus loin avec vous, Paul Conge, du service police-justice de BFM TV. Le commanditaire présumé a tout piloté de sa cellule ? Oui, c'est en ça que cette affaire résonne avec l'actualité, parce que l'avocate et la famille d'Ibtissem désignent donc un homme détenu à la maison d'arrêt d'Amiens comme le commanditaire de cette opération, un trafic international de stupéfiants en bande organisée, donc piloté, vous l'avez dit, depuis sa cellule. Pile au même moment, des narcotrafiquants de toute la France sont en train d'être transférés vers la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil. 11 aujourd'hui encore, a annoncé Gérald Darmanin aujourd'hui. Prison donc qui a vocation à les empêcher de poursuivre leurs activités criminelles derrière les barreaux. Ici, le détenu en question, un certain Taïrik O, a d'abord pu échanger via WhatsApp avec les 2 jeunes femmes. On a pu consulter ces échanges à BFM TV et pas de doute, il a très probablement payé à la fois pour les billets d'avion, les frais d'hôtel et les frais sur place. Il a aussi très vraisemblablement mandaté un complice
thaïlandais. C'est lui qui leur a imposé de prendre ces valises pleines de stupéfiants alors qu'elles attendaient d'enregistrer leurs bagages à Bangkok. Et encore, juste après leur arrestation à Istanbul, toujours depuis sa cellule, au téléphone, le même Taïrik aurait tenté de soutirer de l'argent à la tante d'Ibtissem, dont elle est proche. On lui a parlé, on l'a vu aussi dans le sujet, à cette tante. Elle estime que ce commanditaire a exploité la naïveté de sa nièce et que si l'administration pénitentiaire avait correctement fait son travail, eh bien, elle ne serait pas en prison en Turquie aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elles ont véritablement été piégées toutes les deux sur toute la ligne? Est-ce que vous ne pouvez pas se douter un petit peu quand même de ce qui est en train de se passer? Une chose est sûre, la Turquie ne plaisante pas avec le trafic de stupéfiants et elles encourent, on le rappelle, près de 17 ans de prison. Merci Paul Conche pour ces précisions. 16h18, le gouvernement veut s'attaquer à la fraude sociale qui représenterait 13 milliards d'euros chaque année. Une série de mesures a été présentée ce week-end par la ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin. Et parmi ces mesures, l'augmentation des taxes appliquées aux trafiquants de drogue. Explication nécessaire de Kylian Chaput, Angie Loata et Julie Roser. Et si les revenus des trafiquants de drogue participaient à résorber la dette de l'État? C'est ce que souhaite Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, en taxant près de 5 fois plus les trafics. L'État, en faisant ça, va percevoir des taxes sur de l'argent sale. On considère en fait que les revenus, quand bien même ils sont complètement illicites, c'est la vente de drogue, de la vente par exemple de voitures volées, c'est taxable parce que ce sont des revenus qui ont été acquis. Concrètement, lorsque la marchandise des trafiquants est saisie, elle est notamment soumise à la CSG, la contribution sociale généralisée. Aujourd'hui, à hauteur de 9,2% de sa valeur. La ministre de la Santé voudrait passer à 45%. Pour connaître les revenus de ces trafiquants, les forces de l'ordre n'ont plus qu'à estimer le montant de leurs marchandises. C'est eux qui vont nous dire que 10 grammes ou 100 grammes, je ne sais pas, de cocaïne, c'est tant de montant, l'héroïne, c'est tant de montant. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on estime les revenus qui auraient pu être tirés de ces produits illicites. Une mesure saluée par les syndicats de commissaires, même s'ils souhaitent aller encore plus loin. Il faudrait envisager beaucoup plus que 45%. Tout ce qui va toucher au portefeuille et à l'argent sera encore plus efficace que les peines de prison avec sursis ou les peines de prison ferme. Parce que dès qu'on touche au portefeuille, on assèche les revenus issus du narcotrafic. Catherine Vautrin espère présenter son projet de loi d'ici à la fin de l'année. Edgar Becquet est avec nous, journaliste politique BFM TV. Edgar, le gouvernement a fait parmi ces propositions, hormis celles qu'on vient de voir, plusieurs présentations de mesures dans ce projet de loi qui va être présenté à l'automne contre la fraude sociale donc. Oui, Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, propose plusieurs mesures pour mieux lutter contre la fraude sociale. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a par exemple faciliter la communication entre les différentes caisses de sécurité sociale pour cibler les multifraudeurs. Elle propose également d'autoriser la sécurité sociale à accéder au patrimoine des bénéficiaires de prestations sociales. On parle par exemple des propriétés, des données bancaires. Interdire le versement d'allocations chômage sur des comptes ouverts à l'étranger, hors Union européenne. Ou encore géolocaliser les transports sanitaires comme les taxis, les fédérations de taxis qui montent d'ores et déjà au créneau depuis hier, depuis l'annonce de cette mesure. Il prévoit même de se mobiliser le 5 septembre prochain contre ce projet de loi. Le montant de la fraude sociale en 2024, c'est 13 milliards d'euros d'après le Haut Conseil des finances publiques. Mais comme le dit Catherine Vautrin, la ministre de la Santé et du Travail dans son interview, je cite, « On ne récupérera pas 13 milliards d'euros en claquant des doigts. En 2024, l'État avait récupéré seulement, j'ai envie de dire, 900 millions d'euros d'après la fondation IFRAP. » On a l'impression quand même, Edgar, que cette rentrée parlementaire s'annonce musclée. Elle s'annonce musclée et elle s'annonce surtout explosive. Le texte, lui, sera présenté devant le Parlement à l'automne prochain, après l'épreuve du budget, qui sera lui aussi explosif. Je parle de rentrée parlementaire explosif parce que depuis hier, les oppositions critiquent d'ores et déjà ce projet de loi, notamment la gauche, qui reproche au gouvernement de privilégier la lutte contre la fraude sociale au détriment de la lutte contre la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour l'État. Et en effet, dans ce projet de loi qui a été présenté hier, il n'y a rien sur la lutte contre la fraude fiscale. Mais Catherine Vautrin affirme que son texte
comportera des mesures contre la fraude fiscale qui seront dévoilées un peu plus tard. Alors on ne sait pas quand, mais elles devraient être dévoilées un peu plus tard par Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics. Merci Edgar Becquet pour ces précisions. L'actualité internationale à présent et le Conseil de sécurité de l'ONU qui tiendra demain une réunion d'urgence sur la question des otages israéliens à Gaza, annonce qui intervient quelques jours après la publication de ces vidéos qui montrent 2 otages israéliens très affaiblis. Emmanuel Macron a dénoncé une cruauté abjecte alors que 49 personnes seraient toujours retenues captives. Le point avec Pierre-Louis Bousset. Sur cette photo, Eviatar David, retenu par le Hamas depuis plus d'1 an et demi dans la bande de Gaza. Cet otage israélien apparaît très affaibli et amaigri. Des images insupportables pour son frère qui demande sa libération. Dans cet état actuel inimaginable, il ne leur reste peut-être que quelques jours à vivre. Le Hamas se sert d'Eviatar pour l'une des campagnes de cruauté les plus horribles et calculées qu'on puisse imaginer. Jeudi, une vidéo similaire montrant un autre otage avait été diffusée par le djihad islamique. Des publications qui ont notamment fait réagir Emmanuel Macron. Une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite, voilà ce qu'incarne le Hamas. La priorité absolue et l'impératif pour la France est la libération immédiate de tous les otages. Le Premier ministre israélien a sollicité hier l'aide de la Croix-Rouge pour fournir nourriture et traitement médical aux otages détenus à Gaza depuis octobre 2023. Le Hamas pose ses conditions. L'organisation pourra accéder aux otages uniquement si des couloirs humanitaires sont ouverts vers l'enclave palestinienne. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre, 49 resteraient retenues à Gaza, dont 27 déclarées mortes par l'armée israélienne. Tout de suite la chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Et on va se poser cette question à 15h25. Les chèques vont-ils bientôt disparaître? Nous sommes de moins en moins nombreux à en avoir l'utilité. Alors, commerçants ou consommateurs, quel est votre rapport à ce moyen de paiement? Nous vous avons posé la question sur un marché de Paris. Frédéric Fernandez, Hugo Dorsemène et Barbara Durand. Au marché Bastille, à Paris, nous avons vu des clients payer par carte, en espèces, mais aucun avec un chèque. À notre micro, ils le confessent, ils ne l'utilisent que très rarement. Pour payer certaines factures, pour une traçabilité de certaines factures, ça peut être pratique. Mais par correspondance, quand je mets un chèque dans une enveloppe. Mais autrement, les achats directs, c'est carte bleue ou liquide. Chez ce poissonnier, comme chez de nombreux commerçants, de toute façon, ils ne sont plus acceptés. Il y a eu trop d'abus. On ne prend plus de chèques à cause de chèques en bois, on a eu des chèques impayés. Donc même avec pièce d'identité, on a eu des chèques impayés, donc terminé les chèques. Un peu plus loin dans cette boutique de chaussures, ce moyen de paiement est autorisé pour une simple et bonne raison. Je vois des gens qui ne peuvent pas finir en fin de mois et elles veulent s'acheter une paire de chaussures, je leur dis une partie en chèque et une partie en carte. Que j'encaisse tout de suite la carte et le chèque, je l'encaisserai à la fin du mois. Si le chèque est une spécificité française, il ne représente que 3% du nombre total de transactions en France, contre plus de 37% en 2000. Il est, selon cet économiste, voué à disparaître. D'ici une dizaine d'années, on n'aura plus de chèques. On obligera les personnes âgées à avoir une carte, d'avoir des moyens digitaux. Et ça coûte très cher aux banques parce qu'en effet, utiliser du papier. Si Bercy réfléchit à fermer d'ici quelques années le dernier centre de traitement des chèques, plusieurs de nos voisins comme la Suède, la Bulgarie ou encore le Danemark les ont tout simplement supprimés.